Bonjour à tous, moi c'est Nathalie Chapuis, je suis kinésithérapeute sur Grenoble et donc aujourd'hui on va parler des abdominaux, ce que vous ne pouvez plus ignorer. Donc on parlera du rôle des abdominaux et de leur anatomie, on fera une approche aussi sur le périnée, sur les notions indispensables préalables à la pratique, aux dangers des mauvaises pratiques, les tests d'évaluation rapide, les principes de renforcement et quelques exemples d'exercices de renforcement. C'est Frédéric Maton, médecin de la Fédération française d'aviron, qui dit que les avantages d'un bon gainage abdominal se font ressentir sur la posture et sur la transmission des chaînes musculaires et de façon indirecte sur la performance et la prévention des blessures. À l'inverse, une sangle abdominale insuffisante aura des répercussions néfastes, même si de nombreux sportifs n'en ont pas conscience. Donc concrètement, les abdominaux, à quoi ils servent? Donc c'est les muscles de l'abdomen qui sont devant, sur les côtés et derrière tout autour de l'abdomen. Ils servent à maintenir les viscères qui se trouvent dans l'abdomen. Ils servent à respirer parce qu'on a un double mouvement dans la respiration, de haut en bas et autour, avec l'inspiration qui correspond à la descente là, du diaphragme et le muscle principal de la respiration. Et lorsque le diaphragme il descend, il repousse les viscères vers le bas, donc vers le périnée. Les abdos étant élastiques, le mouvement va s'exercer vers le bas et vers l'avant. Donc ils vont s'étirer, ils vont se détendre et donc le ventre va gonfler. Puis après, les abdos ils reprennent leur taille de repos, ils se resserrent et donc ils refoulent le diaphragme vers le haut. C'est ce qui permet de repousser l'air vers la sortie. Donc ça, c'est l'expiration. Les abdominaux, ils servent également à tenir et à mobiliser le dos, parce qu'ils jouent un rôle de gaine avec les muscles du dos en arrière. Donc, on parlera aussi un peu des muscles du dos dans la présentation, parce que les abdos, ils permettent de protéger et maintenir la colonne vertébrale en étirement. En fait, on peut comparer un peu la colonne vertébrale au mât d'un bateau. C'est Bernadette de Gasquet qui utilise cette image dans son livre Abdominaux, arrêtez le massacre, avec les muscles abdos devant et plus particulièrement les grands droits et les muscles longs du dos derrière, et donc qui en sont les haubans. Et s'il y a un des haubans qui domine, le mât il va courir. Donc l'équilibre des deux groupes musculaires conditionne la position et la stabilisation du bassin également, puisqu'ils apportent un effet protecteur pour le bas du dos, en évitant une lordose, donc un creux du dos trop important, avec le bassin en avant, ce qui pourrait avoir comme répercussion, par exemple, un quadriceps raide et donc des lésions de surcharge, par exemple, tendinopathie. Parce que quand le corps n'est plus équilibré, certains muscles sont surmenés, tandis que d'autres vont s'affaiblir. Donc maintenir les courbures de la colonne vertébrale naturelle, c'est important parce que ça va permettre de fonctionner comme des absorbeurs de choc, protégeant le corps du coup lors d'impact, que ce soit suite d'un saut, de la course à pied ou d'un port de charge. Les abdominaux ils servent également donc à la stabilisation, la proprioception, à l'équilibre. Il participe au mouvement et à la transmission des chaînes musculaires entre membres supérieurs et membres inférieurs. Parce qu'on doit vraiment avoir un équilibre de la paroi entre ce mouvement et cette rigidité. Ils permettent de faire circuler le sang via la respiration, puisque du coup la mobilité abdominale, elle permet au diaphragme de jouer un rôle de pompe pour aider au retour veineux. De masser le contenu abdominal pour stimuler les organes, activer le transit. À pousser, donc la défécation, l'accouchement ou le vomissement, ça utilise la pression abdominale pour comprimer les organes qui doivent se vider, et plus particulièrement le muscle transverse, on verra après. À protéger le plancher pelvien et à donner une forme à la silhouette. Donc les abdominaux, qui sont-ils? On en a 4 grands groupes musculaires, donc les grands droits, les grands obliques, petits obliques et transverses. Donc 4 muscles situés dans 3 couches de profondeur. On va les reprendre un à un. On a les grands droits de l'abdomen qui sont les plus superficiels. Donc c'est les bretelles un petit peu.
Ils ont une direction verticale et ils forment deux mambeaux marbrés de petites séparations visibles sous la peau. Donc c'est ça les tablettes de chocolat. Et ils vont du pubis aux côtes. Donc ils sont fléchisseurs du tronc. En fait, ils rapprochent les épaules du bassin ou l'inverse en fonction du point fixe. Et par contre, toutes ces contractions, elles bloquent le diaphragme et elles tassent un peu le dos. Donc elles font sortir le ventre et elles poussent les organes vers le bas en étirant le périnée. Donc, il ne faut pas raccourcir les grands droits. Il vaut mieux les travailler en isométrie, c'est-à-dire sur une même longueur. Parce que là, dans ce cas, ils ont un rôle d'équilibration de haut banc là, avec les muscles du dos. Donc, pour garder vraiment une longueur étirée de la colonne vertébrale lors des mouvements du rachis, pour avoir un rôle de maintien. Ils ont une action parasite, par contre, ils ont une tendance à se raccourcir au quotidien parce qu'ils sont dans la direction de la pesanteur et qu'on a une tendance à être un petit peu avachis ou avec notre posture assise, toujours penchés en avant. Ils ont cette tendance à se raccourcir. Un petit peu plus profond, on a les obliques, donc le grand et le petit oblique. On en a deux de chaque côté, le grand et le petit. Le grand, il va couvrir le devant et le côté de l'abdomen, et le petit, il est situé sous le grand. Et donc, ils permettent l'inclinaison, les translations, la rotation du buste, et ils participent à l'expiration, donc on souffle. Et plus profond encore, on a le transverse. Donc, comme on le voit, hein, il part du dos, il va s'accrocher sur les vertèbres et il va tapisser vraiment toute la hauteur de l'abdomen. Donc, c'est un stabilisateur puissant du tronc, tout comme du côté des dorsaux, le multifidus. Au milieu, on voit, c'est pas du muscle, mais c'est une aponévrose, là, la petite ligne blanche. Et donc, c'est une structure qui est non élastique, une sorte d'enveloppe un peu. Et c'est le point commun de tous les abdominaux, là où ils se rejoignent tous. Et c'est un muscle qui a une action réflexe très puissante pour faire sortir du corps. Donc, c'est lui qui participe pour les éternuements, le vomissement, l'accouchement. Voilà. Il est essentiel à la statique, à la respiration, à la silhouette et à la protection du périnée également. Il a vraiment une fonction permanente de maintien. C'est pour ça que c'est assez important de le travailler. Mais le seul moyen de le contracter, c'est de le resserrer sur lui-même, c'est-à-dire d'expirer. Il n'y a pas vraiment un mouvement spécifique qui fait travailler le transverse. Et s'agissant d'une région qui travaille peu, mais qui subit des étirements du fait de sa position dans la partie inférieure du corps, avec les années, etc., ben, le muscle il va venir perdre un peu cette fibre musculaire qui va être remplacée par de la fibrose, donc de la cicatrice de muscle qui permet plus du coup ce mouvement de rentrée du bas du ventre. On peut le voir chez les personnes âgées, souvent elles ont le bas du ventre qui ressort. Et la zone basse de l'abdomen, elle est fragile, et plus particulièrement chez les femmes, comme on le verra, parce qu'elle soutient l'utérus, la vessie et la partie inférieure de l'intestin. Et donc, c'est le transverse est l'allié du périnée pour le maintien des organes en place. Et donc, on en vient à parler un peu du périnée. Donc, en réalité, c'est un peu un abus de langage. En général, on dit périnée, mais quand on veut parler du plancher pelvien, parce que le périnée n'est qu'un muscle du plancher pelvien. Et en fait, c'est une sorte de hamac constitué de sphincters qui s'étendent du pubis au coccyx. Et les orifices, anus, urètre et vagin, ils passent à travers. Donc, de ce fait, il a un rôle primordial dans le maintien de la continence. Après, on parle souvent du périnée chez les femmes, mais les hommes aussi en ont un. Après, chez ces derniers, le périnée, il ne maintient qu'une partie de l'appareil génital, donc la racine du pénis, alors que chez les femmes, il enveloppe la totalité avec l'utérus et le vagin. Le périnée, il fonctionne en synergie avec le diaphragme lors des mouvements de respiration. Donc, on peut dire que globalement, il suit les mêmes mouvements. Donc, il va s'abaisser à l'inspiration et il va remonter à l'expiration, afin de lui aussi compenser les changements de volume liés au déplacement du diaphragme. Alors, un périnée fonctionnel, il doit pouvoir se contracter pour maintenir la miction, par exemple, mais il doit aussi être souple pour encaisser et répartir les pressions. Donc, il a un rôle vraiment d'amortisseur. C'est l'allié du transverse, pardon, parce que
Sa contraction, entraîne automatiquement une contraction du transverse et la réciproque aussi vraie. La contraction du transverse va entraîner automatiquement une contraction du muscle périnée. Donc ce mouvement de rentrée du bas du ventre. Et ensemble, ils permettent d'empêcher la descente d'organes, donc chez les femmes plus particulièrement, d'agir sur l'incontinence ils jouent vraiment un rôle de verrou via les sphincters et de participer à l'activité sexuelle. Normalement, il y avait la petite, OK. Donc les notions, importantes avant d'attaquer le renforcement, pur et dur, on en a 3. On a la pression, la respiration physiologique et l'étirement. Donc on va commencer par, la pression. On a déjà commencé un peu à l'aborder parce que, donc on l'a dit, les abdominaux, ils sont situés dans une zone de mobilité qui est presque entièrement élastique, avec comme seule structure osseuse la colonne vertébrale en arrière et le bassin. Donc les parois sont constituées de muscles avec le diaphragme en haut, les abdominaux et les muscles du dos autour, et le plancher pelvien en dessous. Et c'est cette élasticité qui permet la mobilité et l'adaptation des volumes et des pressions. Mais ça représente un facteur de fragilité parce que les volumes et les pressions sont variables, avec par exemple l'estomac qui se vide. Les viscères sont mobiles parce que le contenu abdominal il est suspendu au diaphragme via des ligaments de suspension. Donc si celui-ci descend, bah, tout descend et s'il remonte, bah, tout remonte. Et les parois sont déformables. Pareil, comme on a vu à la respiration, quand on inspire, le ventre va gonfler et quand on souffle, le ventre y rentre, la taille s'affine. Donc la respiration, elle a un rôle prépondérant sur la pression abdominale, parce que si la respiration est tranquille et sans effort, on aura peu de variations de pression. Mais si les efforts ils sont faits poumon plein, pardon, donc en inspiration ou en respiration bloquée avec le diaphragme qui sera bloqué en bas, bah, la contraction des abdominaux pour réaliser les efforts, elle va faire augmenter la pression. Donc on le verra après, mais attention au crunch. Parce que les hyperpressions, donc les pressions trop importantes au niveau des abdominaux, ça peut avoir des conséquences, par exemple, sur les muscles du plancher pelvien et sur les abdominaux. Parce que si le diaphragme descend et que tout descend, le plancher pelvien il va s'étirer. Et si l'étirement est constant ou répété, bah, les muscles vont s'épuiser, se détendre et plus jouer leur rôle de soutien. Ça va avoir des conséquences sur les organes suspendus, parce que déjà, ils doivent lutter contre la pesanteur, puisqu'on vit pas allongé. Donc si on rajoute des poussées vers le bas et surtout, justement quand on fait des exercices, ben, ça va leur, imposer trop de pression. En plus, il faut rappeler que les femmes, sont plus vulnérables parce que, donc on l'a dit, il existe en plus de l'utérus, un vide, supplémentaire, donc le vagin et en cas de poussée, bah, les organes vont se précipiter vers le vide. Donc c'est pas rare de voir des descentes d'organes, hein, chez les, femmes jeunes, par exemple post-accouchement. Mais et ces descentes d'organes, elles sont souvent accompagnées de fuites urinaires. Mais c'est pas réservé aux femmes, postpartum, les sportives aussi, hein, elles sont pas à l'abri des descentes d'organes. Parce que quand on fait du sport, on pousse avec nos abdos et notamment sur le ventre. Et c'est cette pression, exercée, qui va se répercuter sur le bas du ventre et sur les organes à proximité. Et le plancher pelvien, il soutient ces organes, bah, jusqu'à une certaine mesure, au-delà de laquelle, bah, la descente d'organes apparaît. Et cette pathologie, elle survient, notamment lors de pratiques régulières de sport à impact, donc type, trampoline, basket, course à pied, step. Le principe il est identique quand on va faire des exercices type crunch du coup, hein, où on exerce, excessivement ses abdos, avec un mouvement de sortie du ventre. Les hommes, ils n'ont pas le vide du vagin, ce qui augmente la solidité du plancher pelvien, mais la paroi abdominale en elle-même, elle présente des zones de faiblesse. C'est ce qu'on appelle des orifices hernières, donc des passages à travers les muscles abdominaux, des sortes de boutonnières. Ils sont généralement très fines et donc sous l'effet de poussées donc ou d'efforts de soulèvement et cetera, ben, on peut voir les intestins passer à travers ces orifices.
C'est ce qu'on appelle une hernie et c'est assez fréquent, chez les grands sportifs qui gèrent pas bien leurs efforts ou qui augmentent vraiment trop la pression abdominale avec la poussée vers le bas. Il a été démontré aussi que les efforts, poumons pleins, donc diaphragme bloqué en bas, augmentaient la pression sur les disques intervertébraux. Voilà. D'ailleurs, on remarque dans les arts martiaux, ben, souvent, le sportif, il va faire un cri, sur l'expiration, en fait, pour relâcher la pression. Donc en résumé, la paroi abdominale, elle est soumise à la conjugaison de 2 forces, la pesanteur et l'écrasement des organes par l'abaissement du diaphragme à l'inspiration. Donc si on ne peut pas lutter contre, le phénomène physiologique, par contre, on peut en limiter l'ampleur. On peut noter par exemple une variation de 400 de pression à la course à pied, une chute de 20 du plancher pelvien en cas de pratique d'exercice, donc hyper précis pendant 1 mois. Et donc, on en vient à la respiration. C'est Bernadette de Gasquet qui utilise cette image du tube de dentifrice. Ben, quand on veut vider, un tube de dentifrice, si on le vide, en appuyant au centre, ben, ça va sortir par le haut, ça va pousser aussi en bas. Pour bien le vider, on va le vider de bas en haut. Et ben, c'est pareil avec la respiration pour limiter la pression sur le plancher pelvien. Ce qu'on va demander, ça va être de faire comme si on se retenait d'uriner pour contracter le plancher pelvien, puis expirer, donc souffler sans s'avachir, mais au contraire en se grandissant pour vraiment serrer la ceinture abdominale et pour refouler les viscères et le diaphragme vers le haut. Du coup, dans ce cas, on n'aura pas à la pousser vers le bas et le travail du périnée il va être associé au travail des abdominaux. Alors que nous, on a cette tendance, chez l'adulte un peu avachi, de passer, de faire le contraire en fait, de rentrer le ventre à l'inspiration et de le sortir à l'expiration. Voilà, donc quand on souffle, quand l'air sort, on fait remonter le périnée, on contracte périnée, le diaphragme y remonte, alors que quand on inspire, la coupole du diaphragme s'abaisse, le ventre gonfle. Ouais. Après, par contre, il faut faire attention à pas vouloir trop bien faire. Il faut éviter à l'inspiration de gonfler excessivement le ventre avec une poussée du diaphragme vers le bas et du coup une distension abdominale. Ou alors monter uniquement la poitrine et les épaules, parce que du coup, au lieu de bouger les abdominaux et le diaphragme, on aura bougé le thorax. Et à l'expiration, il faut éviter de gonfler le ventre, donc, ou alors de respirer lèvres pincées en freinant l'expiration. Du coup, on rajoute une pression. Donc, il faut vraiment avoir une respiration fluide pendant les exercices. Le dernier principe, ça va être l'étirement. Donc, toujours essayer de conserver un étirement maximal entre le coccyx et la tête, le bassin et la tête, pour avoir vraiment le plus grand espace entre les vertèbres. Donc, pour résumer un peu tout ça, on peut un petit peu voir les dangers qu'aurait une mauvaise pratique abdominale. Donc, ces mouvements qui rapprochent les épaules et les hanches sans solliciter le périnée et le transverse, parce que du coup, il crée cette poussée vers l'avant et vers le bas. Et donc, comme on peut le voir sur l'image, qui fait sortir le ventre au lieu de le rentrer, qui pousse les organes suspendus vers le bas, d'où le risque de descente d'organes ou d'incontinence. Et ça augmente le risque d'hernie abdominale et inguinale. Ça comprime les disques intervertébraux, donc avec le risque de hernie discale, de lumbago ou de sciatique. Et ça crée des déséquilibres musculaires et des dysfonctions. Pareil, avant de voir le renforcement musculaire, il faut savoir tester un petit peu rapidement nos sportifs. Donc, on peut retrouver le détail de ces tests sur le site de Frédéric Maton, IRPMS. On va tester les dorsaux, comme on l'a dit, hein, ils travaillent également pour le maintien et l'équilibre du dos. Donc ça va être le test de Sorensen, qui correspond à une contraction statique des muscles extenseurs. Donc on va demander, donc faut le faire sur un sportif déjà, pas sur un débutant, sinon il va se faire mal quand même. Et on va demander au sportif de s'allonger sur le ventre
et de se laisser suspendre dans le vide avec juste le bord de table en regard du bassin. Les coudes sont bien relevés et le buste doit rester droit, donc on peut placer une main entre les deux omoplates pour donner un point de repère. Et on va chronométrer le temps où le sportif arrive à maintenir la position. Et au bout de 3 fois où il va lâcher, on bloque le chrono et on va dire qu'un test de 3 minutes, c'est un bon test. En moins de 3 minutes, c'est douteux d'une insuffisance des muscles dorsaux et inférieur à 58 secondes, ça expose à 3 fois plus de risque de développer une lombalgie, donc un mal de dos. Le test de Shirado-Ito, lui, c'est plus pour les abdominaux. Donc, à l'inverse, on va lui demander de se mettre sur le dos, des jambes à 90 en chaise renversée, les mains sous la nuque, non pas sous la tête. C'est pas la tête qui traque le mouvement. Donc, on l'a dit, le crunch, faut pas le faire. Mais là, on va lui demander non pas d'aller chercher vers les genoux, mais d'aller chercher vers le plafond pour éviter ce raccourcissement là des grands doigts. On le verra un peu plus en détail dans les exercices de renforcement. Donc, lui demande de décoller légèrement les omoplates. Et pareil, on va chronométrer. Et au bout de 3 fois où le sportif n'arrive pas à tenir la position, on bloque le chrono. Et là, c'est un test, c'est inférieur à 2 minutes. Supérieur à 2 minutes, c'est un bon test. Inférieur, c'est douteux d'une insuffisance. Et donc, on peut voir un peu un ratio qui s'établir entre les muscles abdominaux et les muscles dorsaux. Donc, le ratio idéal d'abdominaux sur dorsaux, c'est de 0,7 ou 0,8. Voilà. Alors qu'on retrouve classiquement chez les sportifs lombalgiques des ratios avoisinant plutôt les 1. Pour le transverse, je ne vous propose pas un test vraiment quantitatif, mais juste pour voir si le sportif il a conscience un peu de son transverse, etc. Donc on va lui demander de se mettre sur le dos, de placer une main sous le nombril, hein, pas au-dessus mais en dessous, et on va lui demander de tousser. On regarde ce qui se passe à la toux. Si le ventre il se durcit et qu'il rentre légèrement, alors on dira que le transverse est compétent. Et si le ventre il se gonfle et vers le dehors et vers l'avant, dans ce cas, on a des pressions abdominales qui sont dans le mauvais sens. Voilà. Donc les principes du renforcement, on l'a dit, ne pas pousser vers le bas, arrêter de faire des exercices qui sortent le ventre ou qui poussent vers le bas et vers l'avant, mais renforcer plutôt ce qui rentre, remonte et plaque contre le rachis. Donc privilégier le travail du transverse et travailler au maximum les grands droits sur une contraction statique, isométrique, donc sur une même longueur, pour maintenir l'étirement de la colonne vertébrale. Donc rééquilibrer les abdominaux et renforcer les muscles de soutien. Faire une co-contraction du plancher pelvien et du transverse en anticipation, donc avant et pendant le mouvement. En général, du coup, le sportif, il va y penser avant le mouvement et puis après, à fond dans sa consigne d'exercice, il va relâcher. C'est important aussi pendant le mouvement de faire tous les efforts en expirant de bas vers le haut et en commençant l'expiration avec cette remontée du périnée qu'on maintient pendant l'effort. Veiller aussi à la stabilisation lombo-pelvifémorale, donc le bon placement du bassin en position neutre, donc ni en antéversion en creusant le dos, ni en rétroversion en rentrant les fesses, vraiment en position neutre, pour avoir un alignement du bassin et de la cage thoracique. Et conserver au maximum l'étirement de la colonne vertébrale, donc la plus grande distance entre le coccyx et le sommet du crâne. Travailler en qualité, en contrôle et en précision avant de travailler en quantité. Et avoir un mouvement fluide au rythme de la respiration. Chercher l'automatisme, dynamisé et personnalisé. Et dans la démarche sportive, chercher l'intégration dans un mouvement global plutôt que la contraction isolée des abdominaux pour travailler en transmission et en stabilisation. Donc, au niveau du placement, on a fait une petite vidéo. Qu'est-ce que je fais?
J'arrive pas, ah là. Donc le bassin, on le met vraiment au neutre, sans creuser, sans rentrer, sans monter les épaules basses, la tête bien dans l'axe, en grandissement. Voilà. Les épaules pas trop en avant non plus. Voilà. Donc comment vérifier que les exercices sont bien faits après? Ce qui est important, bah, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, on met une main sur le bas du ventre et on fait l'exercice. Si la main elle est repoussée avec le ventre qui se contracte en sortant, c'est que les grands droits sont raccourcis et le transverse n'est pas engagé. Alors que si le ventre il se durcit, mais il rentre lors des contractions abdominales, avec la taille qui vient se creuser, parce qu'on est bien dans l'étirement et l'engagement du transverse. Normalement. Alors pour voir un petit peu, je peux pas mettre là. Ah, voilà. Donc pour voir un petit peu sur le pourquoi je peux pas? Attends. Le sondage, j'arrive pas à le ouais. On a fait un petit sondage sur le périnée. Donc le bas du ventre qui sort lorsqu'on fait des abdos type crunch est un signe de mauvaise réalisation. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Voilà. C'est à vous de répondre. Le bas du ventre qui sort lorsqu'on fait des abdos type crunch est un signe de mauvaise réalisation. Voilà. On va dire que c'est bon. On va terminer ce sondage. Donc, bah oui, c'est vrai. Et donc, du coup, on va voir les principes, les petites sensibilisations, les prises de conscience pour le transverse et pour le périnée. Donc, puisque les muscles du plancher pelvien et du transverse ils sont synergiques, on peut demander la contraction de l'un pour faciliter la contraction de l'autre. Donc, par exemple, sur le dos, donc là, je vous montre un mauvais exercice où on a le ventre qui sort. Quand je souffle, on voit le bas du ventre là qui vient sortir. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et au contraire, on va demander aux sportifs de se mettre sur le dos et de souffler en essayant de soit de retenir une envie d'aller à la selle, donc pour contracter le périnée, soit de mettre un pantalon trop petit pour une image qui est assez intéressante pour contracter le transverse. Vraiment dans l'idée de se dire, on ne demande pas de venir serrer le ventre, parce que du coup ça va être les grands droits, mais vraiment de rentrer le bas du ventre, de faire remonter le nombril sur le souffle, bien sûr. Si jamais il n'y arrive pas bien là comme ça, on peut lui demander parce que le transverse, sa contraction va quand même être facilitée si on a une petite rotation latérale des jambes. Donc vous pouvez lui demander de tendre les jambes et de croiser les chevilles et d'effectuer une contraction résistée par l'autre cheville, donc statique, cheville contre cheville. Ça va l'aider un petit peu à contracter normalement périnée transverse. S'il n'y arrive pas comme ça, c'est un peu difficile quand on n'a jamais été sensibilisé, donc faut se montrer un peu patient, faut pas hésiter à le remonter sur toutes les premières sessions. Une autre manière, c'est comme ça, il a un retour visuel lui-même, donc on va lui demander de se mettre sur le ventre et de souffler en rentrant le bas du ventre, comme ça, en essayant de décoller le bas du ventre du tapis, en gardant bien les côtes. Ah non, j'ai pas une plaie. En gardant bien les côtes posées au sol. Donc il souffle, il rentre le bas du ventre, en gardant les côtes posées. Et toujours en lui demandant un
un étirement de la colonne vertébrale. On peut lui demander également là, comme ça, plus ciblé pour le périnée. Donc on vient plier les jambes, ça va venir relâcher un peu le bas du dos. On contracte périnée transverse, on souffle et à la fin du souffle, on vient bloquer l'inspiration. Donc on se bloque le nez, on ferme la bouche et on bloque l'inspiration. On fait comme si on inspirait, mais on est bloqué. Pour vraiment venir aspirer un peu plus le nombril et là, on redemande une contraction périnée transverse. On voit, ça vient écarter les côtes et aspirer le nombril qui remonte. Donc pour le périnée, on dit essayez de retenir un gaz, souffler. Voilà. C'est un exercice donné par Bernadette de Gasquet dans Périnée, arrêtez le massacre. Alors après, dans le renforcement, il existe une multitude d'exercices. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de revoir avec vous un peu les classiques, ceux qu'on voit souvent dans les salles, pour insister plutôt sur leur bonne exécution et proposer des variantes autour de cela. Mais après, tant que les principes sont respectés, libre cours à votre imagination. Donc, on va déjà reprendre sur le crunch. Donc, vous l'avez compris, il est plutôt à proscrire dans la totalité du mouvement. Après, il est adaptable, hein. Donc, comme dans le test qu'on a fait de Sorensen et de Shirado Ito, pardon. Donc, là, déjà, on vient bien se placer. Le bassin ni trop en avant, ni trop en arrière, ni en anti, ni en rétroversion. La tête bien dans l'axe. Et ça sera vraiment des choses à reproduire à chaque fois dans tous les exercices, hein. Je ne leur montrerai pas à chaque fois, mais c'est la base avant tout exercice. On va travailler sur le souffle. On demande contraction du périnée et du transverse par l'expiration. Donc quand on monte les jambes, il faut faire toujours attention parce que pareil, du coup, on a une tendance à relâcher. Le mouvement, on met les mains sous la nuque. Le mouvement, il part pas des cervicales. On est vraiment dans l'auto-allongement. Et si le sportif, il pousse avec la tête, vous pouvez lui demander de pousser la tête contre la main. Du coup, il va retravailler en allongement, en étirement de la colonne vertébrale et des cervicales. Et on va pas lui demander d'aller chercher vers les genoux, mais d'aller chercher vers le haut pour éviter ce raccourcissement des grands droits. Et de souffler en rentrant le ventre. Si le ventre il sort pendant qu'il fait le mouvement, c'est pas bon. Donc être toujours dans le contrôle. Et donc on peut lui donner des images, de dire par exemple, tu montes à la corde. Voilà, comme ça il vient chercher vers le haut et non pas vers le dedans, c'est un petit peu plus ludique. Donc toujours en se concentrant sur le bas-ventre, en dessous du nombril et sur le souffle. On inspire sur place et on fait le mouvement sur le souffle. Une petite variante avec les obliques. Donc on va venir demander aux sportifs de pousser main contre jambe contralatérale sur le souffle en rentrant le ventre. On peut aussi le faire avec jambe homolatérale, donc la jambe du même côté. Dans ce cas, on travaille aussi un peu les adducteurs. Là, j'ai la jambe contre. On peut le faire les jambes posées. Les jambes posées, c'est plus facile pour le contrôle du bassin, mais après, on peut quand même le faire aussi avec les jambes décollées, là, à 90. En décollé de buste, en faisant attention que ce ne soit pas les cervicales qui tractent. On peut le faire avec un plan instable. Donc là, moi, j'ai mis un petit rouleau. Mais les plans instables, ça va être très intéressant pour travailler aussi donc, en proprioception. Donc, les mêmes exercices, toujours sur le souffle. On peut décoller les deux mains, on peut se mettre le pied complètement posé, ou si on décolle le talon, il y aura toujours un peu plus d'instabilité. Pareil, dans les critères, faire les exercices les yeux fermés, ça rajoute une instabilité, donc ça peut être un critère de progression. La vitesse aussi, c'est un critère de progression. Après, du coup, souvent, on contrôle moins bien quand on va vite, donc au début, c'est bien de faire les exercices lentement.
Une autre variation autour du crunch, c'est la synthèse, donc c'est tiré du pilates. Donc là, je mets un petit ballon entre les jambes, mais ça c'est pareil, on peut le faire aussi, c'est pour, faciliter l'engagement périnée transverse. On peut le mettre ou ne pas le mettre. Et donc de la centaine, d'où son nom, on vient faire 100 petits mouvements de bras. 5 mouvements sur l'inspiration et 5 mouvements sur le souffle et on alterne comme ça. Et le mouvement, il part vraiment des épaules, il part pas, il part vraiment des épaules et on peut, donner l'image de rebondir sur un trampoline. Pareil, c'est pas la tête qui tracte, on est en grandissement, on contrôle avec le ventre qui rentre et non pas qui sort. Ça permet de travailler également la stabilité des omoplates. Et le haut du corps, vraiment, il doit essayer de rester stable, hein, pendant tout l'exercice. Donc après, on peut rajouter des variantes en venant tendre une jambe. Donc plus on va aller chercher vers l'horizontale, plus ce sera dur de garder le bassin stable. Donc au début, aller chercher peut-être vers la verticale. Un rabaissement. Pareil, on peut y rajouter un plan instable. Décollé de buste, plan instable. Voilà. Une petite variation. Bernadette de Gasquet, encore, qui propose un exercice, donc ici, qui va être intéressant pour travailler avec la souplesse des membres inférieurs. Par exemple, moi qui ai la chaîne postérieure, les disques jambiers assez raides, j'ai du mal à tendre, mais l'idée, c'est d'essayer de demander aux sportifs de venir tendre la jambe et d'imaginer un point de rencontre vers le plafond entre la jambe et le bras. Donc pareil, on va pas lui dire de venir toucher jambes et bras opposés, parce que sinon on serait en raccourcissement, mais vraiment d'aller chercher un point de rencontre beaucoup plus haut et de garder l'autre jambe et l'autre bras bien tendus, bien posés au sol. Il y a juste la jambe et le bras opposés qui se décollent. Toujours sur le souffle, en rentrant le ventre. Et l'autre diagonale qui reste bien étirée pour empêcher le raccourcissement des grands doigts. Autre exemple d'exercice. Pareil, assez intéressant pour associer également la souplesse de la chaîne postérieure. Donc si la personne est un peu raide, on va lui dire de fléchir les genoux un petit peu. Moi, par exemple, j'aurais pu les fléchir un peu plus pour garder un peu plus d'allongement dans la colonne vertébrale et éviter de se tasser. Et on va lui demander, sur le souffle, en rentrant bien le ventre, de venir faire des petits mouvements circulaires comme ça. Et s'il le peut, jusqu'à toucher le sol, mais toujours dans le contrôle du bas-ventre. Et sur le souffle. Voilà. Après, un autre des exercices souvent vus, c'est les battements de jambes. Donc les battements de jambes, c'est très intéressant pour développer la stabilisation vraiment du bassin et améliorer le mouvement de la hanche. Mais et exercer correctement, ça peut même soulager un petit peu des tensions lombaires et remédier à des dysfonctionnements un petit peu au niveau du bassin. Après, le piège qu'on voit souvent, c'est de venir cambrer là, creuser le dos pour descendre hyper bas. On n'est pas du tout dans le contrôle. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter. Donc nous, on a dit on travaille sur le souffle, on engage périnée transverse et on va venir descendre beaucoup moins bas. Et en fait, dès qu'on sent qu'on n'arrive plus à contrôler le bassin, eh ben on remonte. On garde bien les épaules détendues et tout le haut du corps détendu. Si besoin, on peut mettre une petite serviette sous la tête si la personne a un petit peu la tête un peu syphosée. Et il faut essayer de rester fluide. Après, on peut proposer justement de venir faire le battement que avec une jambe. Pareil, du coup, on se fait sans descendre trop avec l'autre jambe bien fléchie pour mieux stabiliser au niveau du bassin. C'est plus facile. Et on va aller chercher, au fur et à mesure, à descendre de plus en plus bas. Toujours sur le souffle. On peut descendre, on peut faire les deux jambes en même temps. On peut le faire avec un petit mouvement de bras, ça travaille en même temps la coordination. Il faut essayer d'autant plus de veiller à pas cambrer.
de ce qui me convient vraiment en raccourcissement. En décollé de buste. Toujours sur le souffle. On peut venir travailler en même temps avec les obliques, justement là, voilà. Là, on travaille les obliques en plus, avec la contraction statique, en faisant la poussée d'un jambe opposée. On peut travailler avec un élastique pour ajouter en force. Donc moi, j'ai des petits soucis, je suis pas allée chercher trop loin avec les mains, mais on peut proposer de venir faire des petits battements avec de jambes avec les résistances des bras, ou l'inverse, ou les deux en même temps. Toujours sur le souffle, en veillant à ne pas venir remonter les épaules. C'est les bras, c'est les mains qui viennent chercher en arrière, c'est pas les épaules qui remontent. Hein. Variante. On peut toujours travailler avec un plan instable, toujours en grandissement. On vient décoller, travailler en chaîne croisée. Pareil, si on décolle le talon, c'est moins stable. Et s'il le sent, on peut carrément décoller la jambe, par exemple. On peut venir faire les petits battements dessus, battements avec mon bras, voilà. Ensuite, on a les torsions. Les torsions aussi, c'est intéressant pour travailler la souplesse de la colonne vertébrale et la stabilisation. Donc, on peut bien mettre les mains en croix, ça permet de bien stabiliser au niveau de la ceinture scapulaire. Ce qu'il faut, c'est pas venir décoller au niveau des épaules. Chez les rameurs, ça peut être intéressant de tourner les mains vers les plafonds. En général, on a les épaules un peu raides, à l'inverse de ce que j'ai fait. On garde bien l'étirement de la colonne vertébrale. On travaille toujours sur le souffle en engageant un périnée transverse. Et on vient descendre les jambes d'un côté et de l'autre. Voilà. On peut venir amener carrément avec tout le bassin qui part d'un côté. On souffle, on ramène, on inspire sur place, on ressouffle de l'autre côté, en gardant bien les épaules basses et plaquées. On peut imaginer donner l'image un petit peu d'un gouvernail de bateau qu'on tourne à droite à gauche. Risque sur le sacrum. Si le sacrum il est douloureux, on peut mettre un petit tapis un peu plus épais. Là, une variation, c'est sur le côté. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin dans la torsion. Au début, on peut donner un petit appui avec la main, ou alors on enlève la main. Et sur le souffle, en rentrant le ventre, on vient décoller les deux genoux. On essaye de les garder un peu plus à 90. Voilà, je triche un peu en prenant de l'élan. L'idée, ça va être de garder vraiment les jambes à 90. Voilà. Et on vient monter les jambes. Le fait de garder les deux genoux serrés, on engage un peu plus périnée transverse. On vérifie au niveau du ventre. On peut les travailler en suspension, là, sur un espalier. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, on travaille contre pesanteur. Pareil, en gardant bien les épaules dans l'axe. Autre exercice qu'on voit souvent, c'est les ponts fessiers. Et l'erreur souvent commise, ça va être de ne pas contrôler le bassin quand on va venir lever une jambe, décoller une jambe, ou alors de prendre appui avec les cervicales plutôt que là, il vaut mieux vraiment prendre appui au niveau des épaules. Ah pardon, j'ai pas coupé le son. Donc là, moi, j'ai choisi de le faire vraiment pour mobiliser le dos, donc en décollant très lentement, un petit peu vertèbre par vertèbre, en commençant par le bassin, et pareil que je redescends sur le souffle, en redéroulant vertèbre par vertèbre. C'est intéressant pour travailler la mobilité du dos en même temps. Après, on peut aussi très bien monter d'un bloc tant que c'est sur le souffle.
Le piège parce que donc ça va venir travailler les dorsaux, la chaîne postérieure et le grand piège, c'est que du coup, quand on vient, contracter la chaîne postérieure ici, on a tendance à relâcher la chaîne intérieure. Donc le périnée transverse, là devant, on relâche complètement le bassin pour essayer de monter le bassin encore plus haut au ciel. Et c'est d'autant plus dur de contracter périnée transverse. Donc c'est d'autant plus important de le rappeler aux sportifs à ce moment-là. On peut rajouter un petit mouvement de bras, hein, plus dur. Déjà, il y a moins de surface d'appui, ça travaille en coordination. Donc l'appui, il n'est pas au niveau des vertèbres, au niveau de la tête, mais vraiment au niveau de la ceinture scapulaire. On peut venir décoller les talons. Décoller une jambe en surveillant donc qu'il n'y ait pas cette chute de l'hémibassin. Toujours sur le souffle, on inspire sur place. La tête est bien alignée, les épaules relâchées. Si on peut dire aux sportifs de presser un peu les pieds dans le sol pour éviter qu'ils glissent, si le tapis est un peu glissant. On peut mettre le petit ballon entre les jambes pour engager un peu plus périnée transverse, ou bien on peut mettre un élastique à l'extérieur des genoux, ça aura pareil, ça fera travailler plutôt les fessiers, mais ça aura le même impact au niveau périnée. Donc les pieds sont largeur du bassin. Voilà, on va passer. Autre exercice beaucoup vu, c'est le gainage. Donc le gainage, ça permet de travailler vraiment tous les abdominaux en privilégiant transverse et oblique. Et ça sollicite aussi les muscles lombaires et posturaux. Donc c'est vraiment intéressant. En plus aussi pour travailler la transmission avec les chaînes membres supérieurs et membres inférieurs. Donc très intéressant. Après, dans la vie de tous les jours, on reste pas immobile, donc ça sert à rien de tenir indéfiniment en gainage statique. Il ne faut pas forcément se fixer un temps, mais plutôt s'arrêter en cas de non-maîtrise des compensations. Par exemple, et le plus généralement, ça va être le dos qui se creuse, ou alors carrément les fesses qui montent au plafond. Mais plus dangereux, le dos qui se creuse. Par contre, donc le gainage statique, ça facilite le contrôle pendant l'effort, donc c'est très intéressant aussi à utiliser. Une fois maîtrisé, c'est bien d'y associer aussi du gainage un peu plus dynamique pour travailler en transmission, en coordination. Et donc, il faut rester concentré sur la position du bassin, mais il ne faut pas non plus oublier la position des épaules. Donc, on a le gainage ventral. Donc, si le sportif n'arrive pas bien à tenir l'alignement, il vaut mieux lui demander de monter légèrement les fesses plutôt que de creuser. Pareil, s'il sent trop dans les épaules, les fois il se plaigne, on lui dit de bien venir descendre le poids un peu plus vers le côté des pieds. Et si c'est trop dur, on peut lui demander de venir se mettre comme ça à genoux, ou décoller une jambe ou l'autre jambe, en décalant le poids un peu plus au niveau des membres inférieurs que des membres supérieurs. On peut venir faire des petits mouvements d'avant-arrière ou d'étoile sur les côtés. Décoller une jambe, l'autre jambe. Décoller un bras. Donc là, les pièges, ça va être le bassin qui va venir vraiment creuser ou alors monter au plafond ou trop pivoter là, dès qu'on enlève un point d'appui. Ou les cervicales qui viennent tracter, c'est bien d'essayer là, il ne maintient pas assez bien l'allongement et l'alignement de la colonne vertébrale. Il a vite tendance à creuser au niveau des cervicales. On peut faire des petits changements d'appui là, comme ça. Toujours en soufflant sans bloquer la respiration. Voilà, on peut venir chercher vers jambes, bras opposés ou bras homos, faire des petits cercles, décoller un bras, une jambe. Plus ludique, on peut se faire des passes. Si vous avez deux sportifs comme ça, ils se font des passes.
où il se fait des passes tout seul. Donc attention vraiment à avoir le bassin qui va trop vers le plafond ou qui vient vraiment trop cambrer. On essaye de garder bien l'allongement ou alors d'avoir le bassin qui pivote beaucoup et les cervicales qui viennent tracter. On a le gainage latéral. Donc là, le piège, ça va être d'avoir le bassin qui va regarder vers le plafond ou vers le sol. Essaye de bien rester de profil. Pareil, pas trop sur les épaules. Dans ce cas, on va descendre un petit peu le poids vers les membres inférieurs. Si c'est trop dur, on demande au sportif de se mettre sur le genou, au genou en tendant une jambe. On peut venir faire des petits battements de jambes, toujours en essayant de garder cet allongement et la contraction périnée transverse. Là, c'est intéressant, c'est tiré du Pilates. C'est assez intéressant chez les gens comme lui qui n'ont pas beaucoup de mobilité de hanche. Pour travailler l'ouverture de hanche, on lui demande de vraiment essayer d'ouvrir plus la hanche pendant qu'il fait le mouvement. Et attention aussi, le bassin là, de bien le garder de profil. Et on peut y associer un petit mouvement de bras en même temps. Travailler vraiment en ouverture. Sur le souffle. Et la montée et la descente. On inspire sur place. Ou bien là, sur le souffle, on monte une jambe. Sur le souffle, on monte la deuxième. Et on redescend tranquillement les deux. En verrouillant, en engageant le périnée transverse. Sur le souffle, on monte les jambes. On redescend. On essaie vraiment d'être à l'équilibre comme si on était sur une poutre. Ou bien on peut monter les deux en même temps. En gardant bien les épaules relâchées. On peut travailler avec un petit mouvement de bras. Travailler l'allongement. On vient chercher. On peut venir décoller la tête, mais dans ce cas, pareil, on ne vient pas se raccourcir, mais on vient chercher vers le haut, vers l'allongement. Voilà, on décolle. Et sans raccourcir ici, sans faire travailler trop le carré des lombes, ça part vraiment des jambes. C'est pas au niveau là du tronc qu'on raccourcit, qu'on réduit. Après, on a le gainage dorsal. Donc, on vient monter les fesses quand on est sur le dos, sur les coudes ou sur les poignets. Pareil, donc vu qu'on est sur du gainage dorsal, on a une tendance vraiment à relâcher au niveau de la chaîne antérieure et à relâcher au niveau périnée transverse, le bas du ventre qui vient ressortir, parce que c'est plus dur de le contrôler. Donc c'est là que c'est vraiment important de le donner dans les consignes. La nage, donc pareil, c'est pour le gainage dorsal, où on vient relever le buste, donc là, soit les mains sur le front, avec vraiment l'idée de l'allongement de la base du crâne, comme si, moi je donne souvent cette image pour l'allongement d'être une, une marionnette qu'on tire de la base du crâne. Bon. C'est pas les cervicales qui tractent le mouvement, c'est pas les coudes qui tractent le mouvement il part vraiment de la zone un petit peu ici thoracique entre les omoplates. Pareil, on est très fort au niveau des lombaires, ça sert à rien de venir creuser avec le bas du dos pour monter, ou alors de creuser avec les cervicales, mais l'idée c'est vraiment de venir se redresser via les thoraciques, donc entre les omoplates. On peut venir faire des petits mouvements vers l'avant pour l'allongement, en décollant aussi les jambes. C'est une lordose, justement, on ne vient pas travailler au niveau de la lordose des lombaires, on vient travailler au niveau de thoracique, donc entre les omoplates. Mais si c'est douloureux pour le sportif, on peut même mettre un petit coussin sous le bas du dos parce que c'est pas là qu'on vient travailler. Nous, c'est un peu plus haut au niveau du dos. On peut travailler en chaîne croisée, décollant. Donc là, l'idée, c'est pas d'aller chercher vers le plafond, mais d'aller chercher dans l'allongement. Ne pas forcément aller chercher à relever trop, mais plutôt dans l'allongement. Toujours sur le souffle. On peut décoller les quatre ensemble. On peut venir travailler un peu en chaîne croisée comme ça. Un bras qui vient chercher loin devant, l'autre qui revient un peu plus en arrière.
Et toujours en faisant un petit rappel que le bas du ventre, là, il quitte le tapis, en dessous du nombril. On peut venir décoller que les jambes et donner des petits coups de kick comme ça aussi. Toujours omoplate stable et détendue. Donc attention à ne pas avoir un mouvement initié par le bas, par les cervicales ou le bas du dos. Ou de le travailler en apnée. Ni d'avoir le mouvement qui est initié par les coudes avec un mouvement d'élan. Voilà. Après, je vous propose des petits exercices. Donc pareil, avec le Swiss Ball, un peu comme pour le rouleau, l'idée de rajouter une instabilité, et puis c'est souvent un peu plus ludique. Donc pareil, en décollant les talons un peu plus instables. Les instabilités, ça va vraiment avoir un impact positif sur la statique du squelette et sur la coordination. Donc c'est intéressant à rajouter. Là, en pont fessier, on peut venir faire des petites translations à droite et à gauche avec le ballon, en gardant bien les fesses hautes et le périnée transverse engagé, toujours en grandissement. C'est pas parce qu'on rajoute du ludique qu'il faut oublier la concentration du principe. Décollant les talons, on remonte doucement. Donc si besoin aussi, on peut mettre le ballon un peu plus sur le dos en fonction pour avoir plus ou moins d'appui, pour que ce soit plus ou moins facile. On essaie vraiment de venir décoller le bassin, qui ne vienne pas s'effondrer. On vient décoller une jambe, une autre jambe. Ou en gainage ventral, on va venir ramener, soit en statique comme ça, soit on vient ramener le ballon dans l'axe ou vers un coude. Toujours sur le souffle, on ramène le ballon sur le souffle, on inspire sur place, on retend le ballon sur le souffle. Là, très intéressant pour le transverse, c'est contrôler, freiner la descente en contrôlant bien que justement le dos ne vienne pas cambrer. En plus, on peut y rajouter une notion de vitesse. Toujours, pardon, je me pose. Toujours en essayant de se grandir. Gainage ventral, comme tout à l'heure, on peut venir faire des petits mouvements d'étoile là, de diagonale dans l'axe, soit avec tout le corps qui suit, soit avec juste les bras qui font le mouvement. Pas d'apnée. Un autre des critères, le ballon, s'il sera plus ou moins gonflé, c'est plus ou moins instable. On peut venir décoller soit un bras là sur le ventre, soit une jambe, soit les deux, soit essayer de décoller les quatre. Attention à ce que ce ne soit pas les cervicales ici qui tractent. Lors d'un gainage ventral, le ventre sort. Bah, c'est juste si lors du gainage ventral, le ventre il sort, c'est que justement, on n'est pas sur un engagement périnée transverse. Dans ce cas, il vaut mieux lui demander de venir monter un petit peu plus les fesses ou de se mettre à genoux pour qu'il vienne rentrer le bas du ventre en dessous du nombril. Ça veut dire qu'il ne contrôle pas bien l'exercice. Hein. Donc là, ça va s'intéresser un peu plus au disque jambier, mais c'est intéressant aussi pour la chaîne dorsale. On amène, et on ramène. Soit deux jambes, soit une jambe. Donc si la jambe est bien verticale, c'est plus facile pour le contrôle. Après, on essaie de l'amener un peu plus à l'horizontale. Ici, en appui, en étant soit à genoux comme ça sur le ballon, soit assis, soit carrément debout. Yeux ouverts, yeux fermés, on maintient l'équilibre. On peut y rajouter des petits mouvements de rame. C'est moins ciblé gainage, un peu abdos. Je l'ai rajouté, c'est intéressant. Il va aller chercher un peu trop bas, il vient creuser. Donc, nous, on va demander vraiment à aller chercher moins bas. Sur le souffle, on fait passer le ballon des jambes au bras. Ça travaille la coordination. Voilà.
Donc, il existe vraiment une infinité d'exercices, hein, tant que les principes sont respectés. Après, libre cours à l'imagination. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'une fois bien compris, il faut intégrer ce gainage dans les gestes spécifiques du sport. Voilà, merci beaucoup. Voilà, ben, merci beaucoup Nathalie. Alors pour répondre à la dernière question du chat, la vidéo que vous venez d'entendre, enfin de voir et d'entendre, en fait sera disponible en replay. Vous aurez le lien bientôt par mail. Donc vous aurez à disposition tous les exercices que vous venez de voir. Il y avait juste, alors on a dépassé de quelques minutes, il y avait juste deux questions euh, par rapport à la vidéo 9 en fait d'Isabelle en fait qui demandait si il y avait un risque pour ou si plutôt pardon, il y avait un travail des obliques en même temps Oui, ben, en fait, justement, juste après, ce que je vais montrer, on peut le faire travailler les obliques un peu plus spécifiques en faisant le même exercice, en venant en faisant une contraction résistée, jambes et bras opposés pendant le battement. Sinon, oui, il y a forcément un travail des obliques parce que on vient descendre une jambe, donc dans le contrôle, les obliques sont sollicités, mais si on veut vraiment que ça sollicite d'autant plus les obliques, eh ben, on peut rajouter cette résistance jambes et bras opposés. voilà. Puis Donc, sur la vidéo 16, 16A, savoir s'il y avait un problème en cas de lordose, si je comprends bien la question. ouais, c'est ce que je disais. En fait, le mouvement, il doit pas partir. S'il y a besoin, on met une petite serviette, un petit coussin sous le ventre. Mais l'idée, c'est que ça vient pas, la lordose, elle est au niveau lombaire. Et là, l'idée, c'est qu'on vient pas travailler au niveau des lombaires, on vient travailler au niveau des thoraciques. Le mouvement d'extension se fait au niveau entre entre les omoplates, au niveau thoracique. Donc, normalement, il n'y a aucun souci avec la lordose, parce que c'est pas là où on veut que le mouvement soit unifié. Mais si besoin, on met une petite serviette sous le ventre. Ok, parfait. Eh bien, merci beaucoup Nathalie pour cette Bah, merci à vous. super présentation. Merci beaucoup. Et puis maintenant, comme je vous transmettrai le lien du replay de la vidéo de manière à ce que vous puissiez avoir de nouveau cette vidéo à disposition. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et votre attention. Un grand merci à Nathalie pour Bah, merci à toutes vous. ces explications fort intéressantes. Et puis, bon après-midi à vous et